avec eux et nous allons imposer des tarifs douaniers très sévères. Si nous n'avons pas d'accord dans 50 jours, les tarifs seront de 100%. Vous pourriez des tarifs secondaires. Vous savez ce que cela signifie. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose. Et comme vous le savez, nous avons dépensé environ 350 milliards de dollars pour cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et nous aimerions qu'elle se termine. Ce n'était pas ma guerre, c'était la guerre de Biden. Ce n'est pas ma guerre. J'essaie de vous en sortir. Nous voulons qu'elle se termine. Je suis déçu par le président Poutine car je pensais que nous aurions un accord il y a 2 mois, mais cela n'avance pas. Donc, sur cette base, nous appliquerons des tarifs secondaires sans accord dans 50 jours. C'est simple. Et ils seront à 100%. Et c'est comme ça. On ne peut pas faire plus simple. C'est simplement comme ça. J'espère que nous n'aurons pas à le faire. Mais, quoi qu'il en soit, nous allons continuer. Nous fabriquons le meilleur équipement militaire au monde, que ce soit des missiles. Vous l'avez vu récemment en Iran, la façon dont ces avions sont arrivés. Ils ont touché chaque cible, 14 bombes ont atteint chaque objectif. Ensuite, les hélicoptères ont tiré un total de 30 bombes, 30 missiles. Et ils ont touché chaque cible, Marco, c'est bien ça? Chaque sommet, chaque cible. Et c'était, je crois que sur une échelle de 0 à 10, ils disent que c'était un 15. C'est à quel point c'était réussi. C'est à quel point c'était létal, un mot qu'ils aiment utiliser. Mais c'était une attaque incroyable, bien organisée, que les gens de ce pays voulaient mener depuis 24 ans. Vous savez, quand nous avions les pilotes la semaine dernière, ils disaient « Monsieur, nous nous entraînons à cela depuis 24 ans, c'est-à-dire des gens, pas eux, mais d'autres personnes qui sont un peu plus âgées maintenant. Mais eux aussi, et c'est vous qui nous avez permis de le faire. Mais nous nous sommes entraînés 3 à 4 fois par an pendant 22, 24 ans, parce qu'ils savaient toujours qu'ils n'avaient pas empêché l'Iran de faire ce qu'il faisait, c'est-à-dire essayer de se doter d'une arme nucléaire, d'une bombe nucléaire. Et nous l'avons fait avec beaucoup de succès. Et nous fabriquons le meilleur équipement, les meilleurs missiles, le meilleur de tout. Les nations européennes le savent. Et nous avons conclu un accord aujourd'hui, et je vais demander à Marc d'en parler, mais nous avons conclu un accord aujourd'hui selon lequel nous allons leur envoyer des armes et ils vont les payer. Les États-Unis ne recevront aucun paiement. Nous ne les achetons pas, nous allons les fabriquer. Notre dernière réunion, il y a 1 mois, a été très réussie. Ils ont accepté 5%, plus de 1000 milliards de dollars par an. Ils ont de l'argent. Et ce sont des nations riches. Ils ont beaucoup d'argent et ils veulent le faire. Ils y tiennent beaucoup. Et nous y tenons aussi. Mais nous avons déjà investi énormément d'argent et nous ne voulons tout simplement plus en faire davantage. Et nous ne pouvons pas. Mais nous fabriquons le meilleur et nous allons envoyer le meilleur à l'OTAN. Et dans certains cas, peut-être, sur la suggestion de Marc, si nous allons en Allemagne, où ils vont envoyer des missiles dès le début et ils seront remplacés et l'OTAN va s'en occuper. Cela va être coordonné par l'OTAN et ils vont beaucoup travailler avec Matt Whitaker qui est juste ici, qui est un excellent ambassadeur et Matt va coordonner. Tu as intérêt à bien faire ton travail, Matt. Je le ferai, mais Matt va coordonner. C'est quelqu'un de talentueux. Il va tout coordonner. Donc, en résumé, nous allons fabriquer des armes de pointe et elles seront envoyées à l'OTAN. L'OTAN pourra choisir d'en envoyer certaines à d'autres pays. Là où nous pouvons gagner un peu de rapidité supplémentaire, là où le pays acceptera de libérer quelque chose, et ce sera principalement sous forme de remplacement. Et j'aimerais que Marc, et encore une fois, c'est quelqu'un de très respecté, assez jeune pour la carrière qu'il a eue. Il a eu une carrière incroyable avant d'aller à l'OTAN. Nous avons donc passé beaucoup de temps ensemble ces derniers mois. Et si tu pouvais, dis quelques mots, absolument. Merci. Monsieur le Président, cher Donald, c'est vraiment énorme. Tu m'as appelé jeudi pour me dire que tu avais pris une décision. Et la décision, c'est que tu veux que l'Ukraine ait ce dont elle a besoin pour pouvoir se défendre contre la Russie. Mais tu ne veux pas que les Européens paient pour cela, ce qui est totalement logique. Et cela s'appuie sur l'immense et grand succès du sommet de l'OTAN, les 5%, mais aussi la décision de maintenir l'Ukraine forte et une décision d'augmenter notre production industrielle de défense. Donc sur cette base, c'était l'Europe qui se mobilisait, c'est encore une fois les Européens qui se mobilisent.
J'ai été en contact avec de nombreux pays. Je peux vous dire qu'actuellement, l'Allemagne massivement, mais aussi la Finlande, le Danemark, la Suède, la Norvège, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Canada, tous veulent faire partie de cela. Et ce n'est que la première vague, il y en aura d'autres. Nous allons travailler avec les systèmes de l'OTAN pour nous assurer que nous savons ce dont les Ukrainiens ont besoin afin de constituer des lots. Bien sûr, nous en avons discuté ce matin avec Pete Hegseth au Pentagone afin que les États-Unis conservent les stocks nécessaires pour défendre leur pays. C'est absolument clair. Mais cela signifiera que l'Ukraine pourra mettre la main sur un nombre vraiment massif d'équipements militaires, tant pour la défense aérienne que pour les missiles, les munitions, etc., etc. Donc si j'étais Vladimir Poutine aujourd'hui, et ici vous parlez de ce que vous prévoyez de faire dans 50 jours et de cette annonce, je reconsidérerais prendre les négociations sur l'Ukraine plus au sérieux que je ne le fais actuellement si j'étais Vladimir Poutine. Mais si j'étais l'Ukraine, je pense que c'est une excellente nouvelle pour eux. Je tiens à vous remercier. Les Européens paient, j'ai mentionné tous ces pays. Nous allons gérer cela, et exactement comme vous l'avez dit, cela pourrait aussi signifier que des pays vont transférer rapidement du matériel vers l'Ukraine, puis les États-Unis, assureront ensuite le remplacement. Parce que la rapidité est essentielle ici, donc vraiment merci. Vous avez fait un excellent travail. C'est un travail remarquable. Nous avons eu beaucoup de succès à régler les guerres. Vous avez l'Inde, le Pakistan, vous avez le Rwanda et le Congo. Cela durait depuis 30 ans. L'Inde et le Pakistan connu une guerre nucléaire en une semaine de plus. La situation évoluait mal. Et nous avons réglé cela par le commerce. J'ai dit, nous ne parlerons pas de commerce avec vous tant que vous n'aurez pas réglé ce problème. Et ils l'ont fait. Et c'était tous les deux de grands dirigeants. Et ils étaient remarquables. Mais le Rwanda et le Congo, cela durait depuis 30 ans. Et au moins 7 millions de personnes tuées avec des armes particulièrement brutales, comme des machettes, des têtes tranchées. Cela a duré de nombreuses années. On ne pouvait même pas s'approcher de ces pays. Personne ne voulait s'en approcher. C'était tellement effrayant. Et nous avons résolu ce problème. La Serbie, le Kosovo, ce problème aussi a été réglé. C'était un conflit qui allait éclater. Et là encore, c'est une méthode que j'ai utilisée. J'utilise le commerce pour beaucoup de choses, mais c'est excellent pour régler les guerres. C'était très important. Nous travaillons, Marc travaille dur avec tout le monde sur la bande de Gaza, l'une des pires transactions immobilières. Ils ont abandonné la propriété en bord de mer, l'une des pires affaires, mais c'était censé apporter la paix, et cela n'a pas apporté la paix, cela a eu l'effet inverse. Mais nous nous en sortons plutôt bien à Gaza. Steve Woodcock est ici, et je pense que nous pourrions avoir quelque chose à annoncer assez bientôt. Et nous avons résolu un autre problème, un qui semblait nous échapper, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il semble que cela va aboutir à une conclusion positive. Nous avons travaillé sur l'Égypte avec notre voisin d'à côté, qui est un bon voisin. Ce sont des amis à moi, mais il se trouve qu'ils ont construit un barrage qui a bloqué l'eau qui allait dans ce qu'on appelle le Nil. Je pense que si j'étais l'Égypte, je voudrais avoir de l'eau dans le Nil, et nous travaillons là-dessus. C'est un problème, mais il va être résolu. Ils ont construit l'un des plus grands barrages du monde, un peu en dehors de l'Égypte. Vous êtes au courant de ça? Vous en avez entendu parler? Et cela s'est avéré être un gros problème. Je ne sais pas. Je pense que les États-Unis ont financé le barrage. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas résolu le problème avant de construire. Mais c'est agréable quand le Nil a de l'eau. C'est une source de revenus et de vie importante. C'est la vie de l'Égypte, et lui enlever cela, c'est assez incroyable. Mais nous pensons que nous allons résoudre cela très rapidement. Donc nous faisons le bien. Le seul avec qui nous n'avons pas encore réussi, c'est la Russie. Je ne suis pas content. Et je vais vous dire que l'Ukraine veut faire quelque chose. Encore une fois, c'est une guerre qui n'aurait jamais dû commencer. Si j'avais été président, cela ne serait jamais arrivé. Je parlais souvent de cela avec le président Poutine. C'était la prunelle de ses yeux. Mais une fois que j'ai vu ce qui se passait, j'ai dit, vous savez, ils vont avoir une guerre ici. J'étais dehors. L'élection a été truquée. J'étais dehors, regardant à l'intérieur. J'ai dit, ce truc va devenir une guerre. Je n'arrivais pas à y croire. Ce que Biden a dit était l'opposé de ce qui aurait dû être dit. Et c'est arrivé, c'est vraiment un sacré bazar. Ils perdent 5 000 ou 6 000 personnes. Il y en a maintenant plus.
Avant, je disais 5000 par jour. Il y en a en réalité encore plus maintenant, principalement des soldats, mais aussi beaucoup de gens dans les villes et villages qui se font également bombarder. C'est une guerre horrible et elle devrait cesser. Si pas d'accord dans 50 jours, nous ferons des sanctions secondaires. Et elles font mal. Et j'espère qu'on n'en arrivera pas à ce point, mais j'entends tellement de discussions. Ce ne sont que des paroles. Ce ne sont que des paroles. Et puis des missiles frappent Kiev et tuent 60 personnes. Ça doit cesser. Ça doit cesser. Mais le but ici est de dire que c'est un accord très important que nous avons conclu. Il s'agit de milliards de dollars d'équipements militaires qui vont être achetés aux États-Unis, envoyés à l'OTAN, etc. Et cela va être rapidement distribué sur le champ de bataille. L'Ukraine va s'en emparer. Et vous savez, dites ce que vous voulez sur l'Ukraine. Quand la guerre a commencé, ils n'avaient aucune chance. Ils n'auraient eu aucune chance, même avec le meilleur équipement, car nous fabriquons les meilleurs avions et missiles, et nous produisons le meilleur matériel militaire au monde. Et nous avons de nouvelles choses qui arrivent, qui dépassent l'entendement. Et je suis très enthousiaste à propos du Dôme d'Or. Cela va nous offrir une protection très solide. Nous avons déjà commencé cela. Mais ils ont eu du courage, car il faut bien que quelqu'un utilise cet équipement. Ils se sont battus avec un courage immense et continuent de se battre avec un courage immense, mais ils perdent sur le plan de l'équipement. La Russie a vraiment pris une position très positive, très forte. Je veux dire, ce qu'ils ont fait ces dernières semaines. Sans raison militaire, c'est ce qu'ils font. 700 drones par jour, des missiles, des bombardements de villes. Ce n'est pas pour des objectifs militaires, c'est juste pour semer la panique. Ils frappent des villes, empêcher les gens de dormir, frapper des villes. C'est terrible. Et cela signifie que beaucoup de gens perdent la vie, mais aussi que l'infrastructure, des villes entières, ils sont en train d'effacer. L'électricité. Il faudra de nombreuses années pour reconstruire cela. Ce sera le prochain grand problème, mais cela prendra beaucoup de temps. Des villes, beaucoup de villes sont rasées, beaucoup de gens sont partis, mais beaucoup sont restés. Je ne sais pas comment ils font pour rester, et en fait, la plupart sont restés. C'est incroyable qu'ils restent. Et savoir qu'un missile pourrait frapper votre immeuble, et que l'immeuble dans lequel vous êtes assis pourrait s'effondrer sur vous. Et ils font des constructions très solides. Ils n'utilisent pas d'armature en acier, ils font des constructions en béton très épaisses. Ce sont des bâtiments lourds, de grands bâtiments et des bâtiments lourds, et ils s'effondrent comme s'ils étaient faits de papier. C'est incroyable de voir cela arriver avec autant de personnes tuées. Donc, nous pensons que nous allons faire des progrès et espérons que nous allons faire. En attendant, nous allons vous offrir un bon service pour ce dont vous avez besoin. Et lors de cette dernière réunion, nous sommes vraiment devenus amis avec l'OTAN. Vous savez, nous sommes passés de 2% à 5%, ce que tout le monde disait impossible. Ils ne payaient pas 2%, beaucoup moins de 2%. Mais même ceux-là, depuis que vous êtes devenu président, se sont tous engagés à atteindre les 2% avant le sommet. Et maintenant, collectivement, ils se sont engagés à atteindre les 5%. C'est exact, ils l'ont fait. Ils ont été très bons. Et je pense que je me suis fait beaucoup d'amis. Nous avons eu jour de discussions intensives, et ce sont gens formidables. Ce sont des dirigeants de pays, beaucoup d'entre eux de grands pays, certains de plus petits pays, mais dans l'ensemble, ce sont des pays très solides, puissants et très prospères. Certains d'entre eux comptent parmi les pays les plus prospères du monde. Voilà donc l'histoire. Nous espérons que cela aura un impact sur Vladimir Poutine et nous espérons aussi que cela aura un impact sur l'Ukraine. Nous voulons nous assurer que l'Ukraine fait ce qu'elle doit faire. Tout à coup, c'est le cas. Ils peuvent se sentir enhardis ou peut-être qu'ils ne le veulent pas. C'est une situation très difficile. L'Ukraine veut un accord de paix. Je le pense aussi. Et ils s'engageront. Mais les Russes doivent devenir. Ils doivent. Continuez à le vouloir. Oui, je suis d'accord. Toi et moi, nous veillerons à cela. Tout à coup, ils obtiennent. Nous allons nous en assurer. Je suis confiant qu'ils feront ce qui doit être fait. De plus, nous avons des paramètres que les deux parties connaissent. Et nous savons déjà ce qui doit être fait. Donc, je pense que ce sera vraiment très, très solide. Nous voulons une paix durable. Des questions pour nous? Oui. Une conversation approfondie avec le président Donald Trump. Pourquoi, selon vous, obtenez-vous autant de succès et de résultats positifs? Je pense que c'est une période très courte. Je pense, n'oubliez pas, je viens juste de m'impliquer là-dedans et ce n'est depuis longtemps. Ce n'était pas l'objectif initial. C'est, encore une fois, une guerre de Biden. C'est une guerre des démocrates, pas des républicains ou de Trump. C'est une guerre qui n'aurait jamais eu lieu. Elle n'aurait pas dû avoir lieu. Beaucoup de gens sont tués.
Quand les chiffres finaux seront connus, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de morts dans cette guerre que vous ne le pensez. C'est une guerre très meurtrière. Elles sont toutes terribles, mais celle-ci est particulièrement meurtrière. Les chiffres seront bien plus élevés. Quand un immeuble s'effondre et qu'ils disent que 2 personnes ont été légèrement blessées, non, beaucoup de personnes ont été tuées. Ces chiffres seront rapportés. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. C'est une guerre meurtrière. Je pense que vous allez voir un mouvement fort. Je l'espère. Je l'espère. Vous savez, les droits de douane secondaires sont très puissants. Oui, bien sûr, bien. Eh bien, les républicains avancent très fortement au Sénat, ce qui nous donne un contrôle total sur celui-ci. Mais je ne suis pas sûr que nous en ayons besoin, mais c'est certainement bien qu'ils le fassent. Et Lindsey Graham travaille dur, toute la région tous. Ils travaillent tous dur. Et ils sont en coordination avec Mike Jones, le président de la Chambre. Et je pense qu'ils ont en fait élaboré un projet de loi plutôt bon qui va probablement être adopté très facilement. Et cela inclut les démocrates. Et il y a quelques petits ajustements. Mais je ne veux pas dire que je n'en ai pas besoin parce que je ne veux pas qu'ils perdent leur temps. Cela pourrait être utile, nous verrons. Mais nous pouvons agir en second recours. On parle probablement de 100% ou quelque chose comme ça. Nous pourrions imposer des droits de douane secondaires sans le Sénat, sans la Chambre. Mais ce qu'ils préparent pourrait aussi être très bien. Donc, suggérez-vous que la Commission devrait appliquer ces sanctions à 500% alors que vous êtes à 100%? Oui. Je veux dire, 500, ça devient un peu insignifiant au bout d'un moment parce qu'à un certain point, ça ne change plus rien. Ce ne sera pas 100. 100 remplira la même fonction. Mais oui, je l'ai fixé à 100%. Eux, ils l'auront. Je ne sais pas à quoi ils vont aboutir. Ils pourraient le mettre à 100. Ils peuvent l'avoir à 500. Mais ils font du bon travail à la Chambre, et je pense à la Chambre et au Sénat. Et comme vous le savez, ils sont coordonnés et ils peuvent le faire rapidement. Ils ont dit qu'ils l'auraient dès que j'en aurais besoin. Alors on verra. Nous leur parlons. En fait, Johnson viendra plus tard pour parler. Ouais, il va venir me parler. Quoi? Mal orienté. Nous a-t-il induit en erreur? Oui, d'accord. Bien. Je vais voir. Nous allons y aller pour un certain temps. Peut-être qu'il va commencer à négocier. Je pense que nous avons senti, j'ai senti, je ne sais pas pour vous, Marc, mais j'ai senti que nous avions un accord environ 4 fois. Et là, on en parle encore. Ils n'ont pas envoyé de personnes sérieuses aux négociations. Je me souviens que tu as pu, avec Marco Rubio et Steve Witkoff, lancer ces discussions à Istanbul. Je me souviens que j'étais moi-même en Turquie pour des affaires de l'OTAN en mai, et nous avons vraiment mis la pression sur les Ukrainiens pour qu'ils envoient une équipe de haut niveau à Istanbul. Et ils l'ont fait. Mais ensuite, les Russes sont arrivés avec cet historien expliquant l'histoire de la Russie depuis 1250. Nous pensions, et je pensais, que nous aurions dû conclure un accord il y a bien longtemps. Mais ça continue encore et encore, sans fin. Et chaque nuit, des gens meurent. Beaucoup de gens, beaucoup de soldats russes meurent, d'ailleurs. Et beaucoup de soldats ukrainiens aussi, comme beaucoup de soldats russes. 100 000 soldats russes depuis le 1er janvier. Depuis janvier. 100 000 soldats russes morts depuis janvier. Donc, si quelqu'un à Moscou écoute ceci, encore une fois, 100 000 Russes morts depuis janvier. C'est ce que fait le président Poutine en ce moment. Oui, s'il vous plaît. Tout. C'est tout. Ce sont des patriotes. C'est tout le monde. C'est un ensemble complet avec les batteries. Eh bien, nous allons en recevoir certains très bientôt, dans quelques jours. En fait, quelques-uns des pays qui possèdent des Patriots vont procéder à un échange et nous remplacerons les Patriots par ceux qu'ils ont et Matt se coordonnera avec l'OTAN. Mais donc, ils vont commencer à arriver très bientôt. Cet après-midi, Boris Pistorius, le ministre allemand de la Défense, rend visite à Pete Hegseth. Nous discuterons de toute cette question des Patriots. La Norvège est impliquée, cela concerne les Patriots. Mais tout cet accord concerne aussi les missiles ou les munitions, donc c'est plus large que les Patriots. Nous avons un pays qui possède 17 Patriots prêts à être expédiés.
ils n'en auront pas besoin pour eux-mêmes. Donc nous allons conclure un accord où les 17, ou une grande partie des 17, iront à Varsovie. Et cela pourrait se faire très rapidement. Monsieur le Président, oui, je vous en prie. Cette transaction avec l'OTAN pourrait-elle être considérée comme une étape vers la paix? Faire savoir à Poutine que Zelensky dispose désormais d'outils plus puissants dans sa boîte à outils et que cela l'amènera peut-être à la table des négociations. Au chef, jamais. Je sais que... Brian, c'est ce que nous avons dit. Tu aurais pu mieux l'exprimer si tu veux la vérité. C'était un résumé. C'était un bon résumé. Je pense qu'il a fait mieux que nous. C'est un très bon gars, je peux te le dire. Mais non, c'est vraiment très bien dit. Oui, je pense sincèrement que c'est une véritable chance d'obtenir la paix durable. Ou alors ce sera juste la même chose. Je dois te dire, l'Europe a beaucoup d'enthousiasme pour cette guerre. Beaucoup de gens, tu sais, quand je me suis impliqué au début, je ne pensais vraiment pas qu'ils en avaient, mais en fait, si. Et j'ai vu ça il y a un mois, quand vous étiez là. La plupart d'entre vous, beaucoup d'entre vous, étaient là. Le niveau d'esprit de corps qu'ils ont est incroyable. Ils pensent vraiment que c'est quelque chose de très important à faire, sinon ils ne le feraient pas. Regardez, ils acceptent, enfin, ils paient pour tout. Nous, on ne paye plus. Nous le faisions, un océan nous sépare. J'ai dit, nous fabriquons les meilleures choses, mais nous ne pouvons pas continuer comme ça. Et Biden aurait dû faire ça il y a des années. Il aurait dû le faire dès le début, mais il ne l'a pas fait. Il ne savait même pas qu'il était là. Cet homme, quel travail horrible ils ont fait pour ce pays. Et j'espère juste qu'entre la frontière, ça et tant d'autres choses, l'inflation, quelle administration horrible. La pire administration de l'histoire, à mon avis. Ce n'est pas mon avis, je pense que c'est l'avis de tout le monde. Mais c'est quelque chose qui n'aurait dû arriver et allons voir si pouvons finir. Je veux faire une déclaration. Encore une fois, je l'ai déjà dit, ce n'est pas la guerre de Trump. Nous sommes là pour essayer de la terminer, de la régler ou quoi que ce soit, parce que personne ne gagne dans cette histoire. C'est une perte sous tous les angles. C'était Biden et c'était d'autres personnes. Et c'est une situation très triste. Ce monsieur fait un excellent travail. Il va l'obtenir. Et Matt et tous les autres qui travaillent dessus, vous en finirez avec ça. Craig, l'Européen. Les pays d'aujourd'hui ont connu beaucoup de points forts. Allez-vous leur permettre de continuer à négocier un taux inférieur à 30% avant le 1er août ou s'agit-il d'un accord? Fixé, qu'est-ce que, par les tarifs douaniers? Ah, vous reparlez des tarifs. Vous parlez d'un tarif un peu plus amical, n'est-ce pas? Un tarif un peu plus amical? Non, nous allons discuter avec les gens. Vous savez, j'ai regardé une émission ce matin. Ils parlaient quand veut-il conclure l'accord? Les lettres sont les accords. Les accords sont faits. Il n'y a pas d'accord à conclure. Ils aimeraient un autre type d'accord. Et nous sommes toujours ouverts à la discussion, y compris avec l'Europe. En fait, ils vont venir nous parler. Préoccupation croissante concernant les réserves américaines, les stocks de pétrole brut et de produits raffinés. Il y a eu une pause dans les livraisons à l'Ukraine. Afin d'évaluer... Vraiment, les États-Unis, le stock américain est sorti de cela. Évaluation. Je veux dire, c'était une très grande... Ce dont nous parlons aujourd'hui est une journée vraiment, vraiment importante. Et ce que faisait Pete, et moi aussi, je savais ce que faisait Pete, c'était de l'évaluation, parce que nous savions que cela allait arriver. Et maintenant, nous l'avons en fait annoncé. Ils ont voté là-dessus. Tout a été fait. Donc, évidemment, cela a un impact important sur... Vous savez, quand vous dites pause, vous n'allez rien faire si vous ne savez pas ce qui va se passer ici. Mais nous étions sûrs que cela allait arriver, alors nous avons fait une petite pause. Mais c'est un très grand événement aujourd'hui. C'est quelque chose de très... This is truly grand and magnificent. En quoi? Ne me pose pas de questions jusqu'à quel point, je ne sais. Je veux que la guerre soit réglée. Ce ne sont pas des Américains qui meurent. Et j'ai un problème. Et JDA a un problème. C'est une position qu'il tient depuis longtemps. Ce ne sont pas des Américains qui meurent, mais beaucoup de gens meurent. Et à propos de quelque chose qui devrait être réglé. Et nous sommes tous d'accord là-dessus. Ce groupe de personnes, vous savez, nous voulons défendre notre pays. Mais vous savez, au final, avoir une Europe forte est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Donc ça me va. Oui, allez-y, au fond. Devrais-je répondre à cela? En gros,
Le président dit qu'il est prêt à prendre en considération ce dont les États-Unis ont besoin. Ce n'est pas comme si vous pouviez faire une liste de courses et commander tout ce que vous voulez. Car les États-Unis doivent s'assurer que les États-Unis gardent la main sur ce dont ils ont besoin. Aussi pour assurer la sécurité du monde entier, car au final, vous êtes l'agent de police du monde entier. Vous êtes la nation la plus puissante du monde, la puissance militaire la plus puissante de la planète. Mais cela étant dit, les États-Unis ont effectivement décidé de fournir massivement à l'Ukraine ce qui est nécessaire via l'OTAN. Les Européens perdent cela à 100%. Ce que nous avons fait ces derniers jours, c'est discuter avec des pays. Et j'en ai mentionné un qui, dans une première vague, ont dit « nous voulons contribuer ». Et là, on parle vraiment de montants importants. Prenez l'Allemagne qui est en visite aujourd'hui. Ils parlent vraiment de chiffres importants. Je dirais que j'ai parlé avec l'Allemagne, j'ai parlé avec la plupart des grands pays, et ils sont vraiment enthousiastes à ce sujet. Ils veulent, et vous savez, ils sont prêts à aller très loin. Je vais vous dire, vous savez, comme pour votre question, jusqu'où irai-je? Ils veulent aller très loin, ils ne veulent pas. C'est pourquoi je pense que pour Poutine, ce serait bien. Il obtient. L'économie du pays se porte très mal. Il doit relancer son économie, il doit sauver son économie. Il pourrait sauver son pays dans un certain sens, mais l'économie peut le détruire. Il a détruit de nombreux pays au fil des ans. Il veut relancer cette économie. Il a un grand pays pour le commerce. S'il pouvait utiliser les actifs au lieu de la guerre, il aurait un potentiel énorme. C'est ce que je dirais. The situation is indeed dire, indicating a state of extreme seriousness and urgency. Je lui parle beaucoup à propos de la réalisation de cette chose. Je raccroche en me disant que c'était un appel téléphonique agréable. Et puis des missiles sont lancés sur Kiev ou une autre ville. J'ai dit, c'est étrange. Après que cela se soit produit 3 ou 4 fois, les discussions ne veulent rien dire. Mes conversations avec lui sont toujours très agréables. Je dis, n'est-ce pas une conversation très charmante? Et puis les missiles partent cette nuit-là. Je rentre à la maison, je dis à la première dame, tu sais, j'ai parlé avec Vladimir aujourd'hui. Nous avons eu une conversation merveilleuse. Elle a dit, ah bon, une autre ville vient d'être touchée. Donc c'est comme, écoutez, je ne veux pas dire que c'est un assassin, mais c'est un dur à cuire. Cela a été prouvé au fil des années. Il a trompé beaucoup de gens. Il a trompé Bush. Il a trompé beaucoup de gens. Il a trompé Clinton, Bush, Obama, Biden. Il ne m'a pas trompé. Mais ce que je dis, c'est qu'à un certain moment, vous savez, au final, parler ne suffit pas. Il faut passer à l'action. Il faut des résultats. Et j'espère qu'il le fera. C'est potentiellement un si grand pays pour gaspiller autant de gens là-dedans et tout cet argent. Et regardez ce qui est arrivé à son économie. Regardez ce qui s'est passé. Et avec la menace, dans 50 jours, nous allons être très durement touchés. Je veux dire, écoutez, j'espère qu'il va le faire. Il connaît l'affaire. Il sait ce qu'est un accord équitable. S'il existe une chose telle qu'un accord équitable, il n'y a pas de gagnant ici. C'est un perdant. C'est un perdant. Et j'ai traité avec lui depuis le début. Ça ne serait pas arrivé, mais je dirais que l'Ukraine était la prunelle de ses yeux. Nous en avons parlé. C'était la prunelle de ses yeux, mais ça n'allait pas arriver. Et il l'avait compris. Ça n'allait pas arriver. Et puis j'ai remarqué, après mon départ, que des soldats se rassemblaient à la frontière. Et ensuite, j'ai entendu des choses horribles et stupides dites de l'autre côté. Et j'ai dit, ils gèrent vraiment ça très très mal. C'est dommage. Oui. Puis je dis... Et cela concerne le président Trump, parce que nous étions en fonction en janvier. Le 12 février, vous avez eu votre premier appel téléphonique avec Poutine. Je pense que vous avez fait ce que j'espérais. C'est-à-dire briser l'impasse, commencer la conversation. Il faut le tester. Je connais bien Poutine depuis l'époque, j'étais Premier ministre. Aux Pays-Bas, il faut le tester. Et vous l'avez fait, et vous lui avez vraiment donné une chance d'être sérieux, de venir à la table, de commencer des négociations. Steve Witkoff, Marco Rubio, nous avons tous essayé d'aider. Mais vous en êtes maintenant arrivé à un point décisif et fondamental où vous dites, avec une conviction profonde, que la mort était absolument cruciale et même indispensable parce qu'il était impératif de commencer ce processus essentiel et nécessaire. Et vous étiez le seul à pouvoir le faire. Oui, je pense que nous allons y arriver. Je pense, écoutez, c'est une situation très puissante. Vous avez des pays très riches qui achètent le meilleur équipement au monde. Et nous avons le meilleur équipement au monde. Nous fabriquons des équipements comme personne d'autre. Nos sous-marins nucléaires tellement puissants.
Ce sont les armes les plus puissantes jamais construites.